Tiers livre, les 30 minutes, pas perdre l'habitude. On a toute la littérature à lire, celle qui compte. J'avais envie d'Antonin Artaud. Alors vous savez qu'Antonin Artaud, il y a le quarto qui est parfait pour le travail, mais qui a plein de limites dans la mise en page, dans l'équilibre, dans l'éviction de Paul Thévenin, qui était celle qui a tout préparé, tout transcrit, et qui était le maître d'œuvre des œuvres complètes. Il y a 13 tomes, plus 9 tomes des écrits de Rodez. Et le texte que je vais lire, Galapagos, lui, il est dans le tome 8. Il n'appartient pas au quarto, pas plus que le moine de Lewis. Et tout ça, c'est un peu la même chose. Artaud, l'idée, c'est que l'art occidental dérive de la religion. Il y a eu se forment d'après le livre ou la peinture, s'établissent en se formant sur le religieux, et puis s'en détachent, mais gardent l'empreinte. Donc partir au Mexique, parce que là-bas, le fait religieux ne s'est pas constitué en tant que tel, c'est resté le rituel, et donc n'a pas généré de forme d'art reconnaissable comme tel. Tous les textes essentiels du Mexique viennent de là. Simplement, pour se faire payer le billet de paquebot, c'est cher, hein, même pour un acteur de cinéma aussi célèbre à l'échelle européenne qu'Antonin Artaud. Mais justement parce qu'il est célèbre, il va voir Jean Paulhan, la NRF, qui lui donne de quoi prendre le billet aller sans retour pour le Mexique, moyennant le livre qui s'appelle Le moine de Lewis, raconté par Artaud. Artaud, l'acteur célèbre. Le moine de Lewis, roman du 19e siècle, gothique. Les tortures, les chaînes, les souterrains, les secrets, les moines machiavéliques, etc. Artaud, il ne parle pas anglais, mais il comprend que s'il lit le moine, s'il regarde les passages, s'il essaye de les comprendre, la traduction française ne fait pas assez peur. Donc il va raconter ça avec un secrétaire qui recopie ce qui l'improvise en voyant paragraphe après paragraphe. Et le moine de Lewis raconté par Artaud, là on y est dans la tradition gothique. Donc Galapagos, déjà la perspective du départ, Mexique. Ça n'a pas l'air méchant comme ça. Artaud, un écrit documentaire, Galapagos, les îles du bout du monde, il n'y est pas allé, mais il en parle quand même. 30 minutes. Galapagos, les îles du bout du monde. Un de ces derniers matins, vers 2h30, me trouvant à la coupole à Montparnasse, j'ai visé tout à coup un de mes amis, le peintre G.M., que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années. Il me donna l'impression d'un homme fini, à bout, de quelqu'un qui aurait passé par des privations physiques insensées, mais dans sa figure usée à la peau comme tannée, amincie, je remarquai son œil brûlé d'une fièvre sourde, intense, un œil de rêveur, de poète ou d'aventurier. Je sentis qu'il lui fallait se débarrasser d'une angoisse, et il parla. « Asseyez-vous là, me dit-il, que je vous raconte mon histoire. Vous la trouverez d'un romanesque invraisemblable, fou. Elle est pourtant vraie. J'ai déjà pas mal voyagé, j'ai pu éprouver maintes fois jusqu'au bout du compte que le plus beau voyage ne donne jamais ce que nous en attendions. Baudelaire a déjà dit cela beaucoup mieux que moi. Mais le merveilleux, voyez-vous, c'est qu'après tant de déceptions, quelque chose, malgré tout, nous pousse à récidiver. Pour mon dernier voyage, je suis allé au bout du monde, sur les rives ouest de l'Amérique du Sud, de l'autre côté du Pérou. Je ne vous raconterai pas par le menu les avatars de la traversée, ni que mon portefeuille m'ayant été volé. Vous savez que j'ai fait, en 1928, une exposition de mes toiles qui m'a mis quelques milliers de francs en poche, et je décidai de les utiliser à perdre mes dernières illusions en voyageant. Ni que mon portefeuille, donc, m'ayant été volé, j'ai été obligé de faire le voyage de retour en lavant la vaisselle sur le bateau. Complètement nu,
à fond de cale, par une chaleur de 44 degrés, avec pour compagnons 4 anamites aussi nus que moi et qui, les premiers temps, me prirent pour un espion, mais passons. Croyez-moi ou ne me croyez pas, j'ai vu les Galapagos, et à travers les tortures de toutes sortes que j'y ai éprouvées, j'en ai conservé une impression presque magique, envoûtante. Je ne sais pas écrire. Je vous confie mes impressions. Tâchez d'en faire quelque chose. Si j'ai relaté ces impressions, ce n'est pas tellement à cause de tous les détails et d'histoires naturelles qu'il a pu me raconter, et que d'autres voyageurs nous ont relaté aussi bien que lui, qu'à cause d'une autre impression mystérieuse qu'il a su me communiquer, que je vais essayer de communiquer à mon tour au lecteur. Si l'on veut prendre patience, on la trouvera au bout de ces pages. J'y ai glissé d'ailleurs tant bien que mal toutes ces impressions et toutes ces images, mais il faut d'abord que je dise un mot de la faune des Galapagos. L'idée d'un monde interdit et perdu, et dont un génie maléfique aurait brouillé les routes, situées dans quelques contrées encore inexplorées de la terre, fait partie de nos rêves d'enfance. Et les descriptions de contrées semblables nous enchantent parce qu'elles éveillent en nous tout un lot brillant d'images ataviques qui nous viennent des premiers âges de l'humanité. Un mythe fécond et puissant s'exprime par ces images. Il manifeste notre croyance indéracinable en un Éden que nous voudrions non point spirituel et d'imagination pure, mais entièrement matériel, situé dans un lieu inaccessible mais certain. Et ce lieu est un lieu merveilleux par essence, où ni l'air, ni les animaux, ni les pierres, ni les plantes ne vivent, ne respirent, ne se reposent ou ne sont éclairés comme ici. Nous y introduisons une faune et une flore d'essence inconnues et qui ne sont déjà plus à l'échelle de l'homme. Si l'homme y habite, il est toujours monstrueux, sinon par son apparence, du moins par ses mœurs, et par cette contrée inconnue et mystérieuse et semée d'innombrables dangers. Tous ces rêves ont ce que l'on pourrait appeler des variantes, et l'une des plus intéressantes est celle visant soit la persistance parmi les hommes d'aujourd'hui d'une humanité d'un autre genre, soit la conversation dans quelque endroit reculé d'animaux, de plantes et de vestiges sédimentaires remontant aux époques les plus anciennes. Qu'est-ce que vous croyiez? Que Artaud ne serait plus poète en racontant un documentaire imaginé d'après une conversation à 2h30 du matin à la Coupole, à Montparnasse, avec un type au bout de sa vie, et lui qui invente le reste, c'est Artaud. Eh bien cet endroit, merveilleux et merveilleusement conservé, existe. Il existe réellement sur la carte et c'est l'archipel des Galapagos. À un demi-méridien des côtes de la Colombie se dressent sur la mer les vestiges déchiquetés de monstrueuses convulsions volcaniques, rappelant soit l'existence d'un continent enseveli, soit les colères minérales du feu terrestre au premier temps de ces manifestations. Ces îles ont vu un air et un ciel qu'ont dû respirer les Atlantes, ou des peuplades ces îles ont vu un air, je m'excuse, mais vous connaissez la règle, je fais pas de reprise ni de montage. Ces îles ont vu un air et un ciel qu'ont dû respirer les Atlantes ou des peuplades anciennes de races composées d'hommes infiniment plus profonds et plus sages que nous. En tout cas, si l'idée d'un monde perdu ou des espèces d'animaux disparus et datant d'avant le déluge continuent à vivre actuellement à des bases terrestres, c'est aux Galapagos qu'il faut aller les chercher.
Il n'y a pas très longtemps encore, une expédition américaine partie de New York sous la direction de William Beebe. C'est un drôle de croisement avec Lovecraft, puisque l'expédition de Beebe, c'est en 1925. Et c'est passionnant dans le New York Times, parce que Beebe, à ce moment-là, on communiquait par radio déjà, mais pendant une bonne douzaine de jours, c'est ce bateau qui était le premier à avoir sondé les fonds profonds des océans. Et donc part vers les Galapagos, et pendant plus de 10 jours reste sans nouvelles radio. Angoisse dans toute la presse américaine. Il leur est arrivé quoi ? C'est ça, moi, qui me plaît aussi dans ce pourquoi on fait ça, ces croisements. Tout d'un coup, tiens, Lovecraft qui fait « Ohé, bonjour !» à travers les petites lignes, alors qu'il n'a jamais entendu parler d'Antonin Artaud. Encore que Fritz Lang, etc. Il n'y a pas très longtemps encore, une expédition américaine partie de New York sous la direction de William Beebe s'est rendue aux Galapagos et en a rapporté toute une mine de documents de toutes sortes touchant la vie des hommes anciens, aussi bien que celle d'espèces animales disparues et permettant, par l'état des roches sous terre qui constituent le sol compact de ces îles, en quoi la généalogie et le fait même de prononcer des images de côtes, de mer, de prononcer des figures du temps et des âges devient poème, alors qu'on s'en tient à dire « je veux faire exister ici, par la voix, une réalité telle qu'elle était pour l'arbitraire du voyageur ». Et Baudelaire l'avait déjà compris aussi, bien sûr, et permettant par l'état des roches sans terre, et pas des roches sous terre, et permettant par l'état des roches sans terre, qui constituent le sol compact, et comme le mot compact, là, comme il vient, de se rendre compte des évolutions de la croûte terrestre à une époque dont le recul dans le temps défie toute imagination. Ça, Lovecraft aurait pu l'écrire. Puis le marquis de Wavrin, notre compatriote, y passe se rendant aux sources de l'Amazone. Enfin, voici qu'une expédition allemande y joue à Robinson. Sous un air étouffant, secoué à certaines périodes de l'année de tornades furieuses pendant lesquelles les cataractes du ciel semblent s'ouvrir en un déluge digne des premiers temps, se dresse l'archipel des Galapagos. Le navigateur, qui partit d'une ville quelconque de l'Amérique du Nord, a longé tour à tour le Mexique, le Panama, l'Équateur, aperçoit tout à coup et par tout temps, sous une lumière d'orage ou si fort que le soleil darde, l'air semble rempli d'une cendre qui en tamise les rayons, des sortes de blocs cendrés et sales, à peu près dépourvus de toute végétation, et où de temps en temps la lumière solaire se reflète comme sur des miroirs. Le sol schisteux de ces îles, plein de silex et de mica, s'amuse avec la lumière du ciel. C'est un vrai lieu de rêve et de légende qui forme sur les flots comme une poussière de désert. L'abord en est hostile, et les bas-fonds sous-marins en sont traîtres, semés d'écueils, et entre les roches, des courants par endroits extrêmement violents se creusent çà et là comme des maelstroms minuscules qui font chavirer les barques des arrivants. L'étrange, d'ailleurs, au point de vue ethnologique, est que c'est le seul endroit du monde où l'on n'ait jamais trouvé trace d'habitants, du moins d'habitants originaires de ces îles. Nulle race aborigène, c'est-à-dire née là, n'y a fait souche, et l'homme d'ailleurs n'aurait eu que faire dans un endroit pareil. Contre toute attente, les gigantesques sauriens de la préhistoire ont trouvé là leur dernier refuge et s'offrent librement à l'objectif des explorateurs.
dans un lieu désertique, les roches curieusement fendillées, pleines d'entailles et de failles, comme si elles venaient d'être de toutes parts rompues et broyées par les secousses d'un gigantesque tremblement de terre et piquetées çà et là de taches électriques, comme si des plaques d'un métal encore inconnu se fussent rassemblées là, donnent l'impression d'une abondante germination de boutons sur une peau malsaine. Et si l'on approche, un coup de sifflet strident part entre les roches, remplit les trous et les crevasses, s'amplifie, rumeur sourde comme l'ensemble de chuchotements indéfiniment répétés d'une foule en marche, et l'on s'aperçoit que les blocs aux couleurs électriques semblent s'être élevés et bougés. S'approchant encore, on voit un formidable troupeau de lézards géants, et dont la longueur moyenne varie entre 2 et 3 mètres. Le troupeau est si étendu qu'il déferle jusqu'à l'horizon comme une houle menaçante ou une troupe d'hommes pleine d'hésitation et d'étranges balancements. Ils donnent parfois de leur queue sur le sol schisteux, des coups si prodigieux que l'on voit par places s'élever comme de petits nuages de mica pulvérisés. L'air est accablant et dans une chaleur de four, on voit de temps en temps s'élever une tête d'animal, l'œil brillant comme une lame de couteau dans les ténèbres, un œil qui semble d'or, et l'animal, ouvrant la bouche, absorbe cet air de fournaise comme il le ferait d'un aliment. Ce tableau, véritablement hallucinant, constitue l'une des prises de contact avec l'île, mais une des choses qui émerveille le plus au cours de voyages d'exploration à travers les Galapagos est ce que Beebe appelle l'imagination chronique de la nature, c'est-à-dire l'espèce de génie avec lequel la nature répand et harmonise ou fait contraster les couleurs aussi bien sur le plumage des oiseaux que sur le cuir des reptiles ou sur les écailles des poissons. Une des plus grandes surprises que j'ai éprouvées, explique Beebe, a été de voir un poisson jouer sur son dos et à l'aide de couleurs comme une sorte de fugue musicale qu'on aurait pu appeler la fugue de la surprise et de la peur. C'est un fait d'histoire naturelle peu connu, mais ce poisson, sous le coup d'une émotion intense, changeait de couleur comme un visage humain, et les bandes longitudinales de blanc faites d'on ne sait quel enduit phosphoreux apparurent tout à coup sur toute la surface de son corps. Tout le possible, disent les naturalistes qui parlent de l'imagination débordante que la nature a mise à créer des types, à inventer, à recomposer des espèces, tout le possible, disent-ils, a été fait. Nous devons ajouter où le sera. Car, en fait, d'imagination physiologique, il semble que toutes les combinaisons possibles sont en nombre à peu près infini. Mais la nature, quand elle compose des types, est perverse, et elle se plaît le plus souvent à concilier les inconciliables. C'est ainsi que, raconte Beebe, non loin de Panama, nous vîmes une sorte d'oiseau d'aspect à la fois tragique et burlesque, et qui tenait en même temps du dindon et du vautour, l'extrême ruse et l'extrême audace alliées à l'absolue bêtise et à la paresse invétérée. Mais à côté du dindon, magiquement sorti de son inertie et devenu un cruel rapace, que diriez-vous d'une sorte de bête qui serait faite pour voler, je dis bien pour voler dans l'eau, et qui se comporterait à l'égard des autres poissons, ses confrères, comme un rapace à l'égard des oiseaux de basse-cour. Cette curieuse bête existe, on l'appelle le poisson vautour. Nous pûmes le voir opérer, nous dit Beebe. Nous fûmes attirés du haut de notre yacht à un moment donné par de violentes convulsions sous-marines, mais qui occupaient un très petit espace de mer. Ça et là, l'eau se mettait brusquement à bouillir, à écumer, avec de rapides glou-glou. C'était le poisson vautour qui faisait des siennes, et de la surface de la mer plongeait vers les profondeurs avec une rapidité vertigineuse, rejetant autour de lui l'eau de la mer comme de vulgaires nuages de vapeur.
Si l'on pense à la féerie constante jouée nuit et jour, tantôt dans la profondeur de la mer, tantôt à sa surface, par des bandes de poissons lumineux qui se pourchassent et s'ébrouent avec leurs écailles de couleurs changeantes et qui s'éclairent comme de l'intérieur, si l'on pense aux types d'oiseaux inouïs et aux tortues géantes sur le dos desquelles un homme peut se promener, aux lions de mer, pareils à d'antiques centaures, aux tortues marines, avec leurs pattes si longues et leurs pieds beaux, en tout point semblables à des pieds d'éléphant, aux tortues de 3 mètres de long et aux chiens sauvages qui les mangent, si l'on pense à la végétation si rare, mais d'espèces toujours mystérieuses, aux variétés de cactus uniques, tels des guerriers armés de clous, si l'on pense à cette fabuleuse variété d'animaux et de plantes, d'aspect toujours surprenant et au sol désolé et désolant sur lequel ils vivent, ce sol d'une couleur grise et morne, tel qu'on n'en trouve que dans les rêves et capable d'incliner n'importe quel esprit au désespoir. Si l'on pense à tout cela et que l'on fasse défiler dans notre esprit, comme un kaléidoscope monstrueux, cette variété étrange et ce saisissant tableau, on se dira que c'est au bout du monde, dans l'archipel inhabité et hostile des Galapagos, que se trouve encore l'Éden errant, la terra ignota, la terre du bout du monde sur laquelle les plus anciens types d'animaux continuent à proliférer. La tortue à tête de serpent a des jeux de physionomie innombrables. Nous avons pris l'habitude, une fois pour toutes, de n'accorder à chaque animal qu'une tête, au mieux qu'une seule expression qui lui sert en toutes circonstances. Et l'œil mis à part, nous refusons à une tête d'animal la capacité de mimer ou d'imiter quelque sentiment que ce soit. Nous avons parlé de l'étrange faculté de ce poisson qui change de couleur quand il est ému. Les tortues, chiens sauvages, les lions de mer ont eux aussi tout un arsenal de ressources expressives dont nous autres hommes n'avons aucune idée, car presque tous les animaux ont ce que les hommes n'ont pas, une sorte d'expression de fond, une expression immuable et semblable à un masque préparé sur lequel le peintre n'aurait plus qu'à mettre ses teintes et sur lequel viennent se broder d'innombrables frémissements musculaires ou des phénomènes de chute de poils et de mue ou encore plus mystérieux. Non seulement la peau change de couleur, mais sous la peau, les muscles déferlent comme un champ de blé incliné par le vent, car ce que les animaux ont à exprimer, ils ne se contentent pas de l'exprimer avec leur gueule, ils l'expriment avec la surface entière de leur peau. Ce qui frappe le plus chez les tortues marines est une espèce d'expression morose et vieillotte. Ces tortues, avec leur carapace d'un noir de jais, sont sourdes et aveugles. Une salve de coups de feu tirée tout près d'elles les laisse absolument inertes. La nature est pleine de merveilleux. Qui aura vu une fois, par exemple, l'oiseau frégate qui habite aux Galapagos penserait que la nature a le sens à la fois de l'humour et du fantastique et qu'elle sent curieusement le charme de l'absurde et de l'inutilité. Qui croirait, par exemple, que l'oiseau frégate possède sur le devant de son corps et à peu près à hauteur de l'estomac une poche dont il peut, au gré de son humeur, varier les dimensions et qui peut quelquefois devenir beaucoup plus grande que lui. Il s'en sert pour se dissimuler, abrité derrière son ventre énorme qui affecte des allures de rocher. Il rêvasse ou fait la sieste, et s'il est fatigué et que sa tête lui pèse, il diminue le volume de sa poche qu'il fait affleurer juste à la hauteur de son bec et sur laquelle il repose son bec comme sur un merveilleux coussin. L'oiseau nigo, lui, est un exemple vivant dans le monde animal de l'art de l'expression par la gueule et du talent que les oiseaux peuvent avoir à se maquiller. Son bec jaune-gris, nuancé du bleu juste à la pointe, lui donne tout à fait l'allure de l'un des fratellini. Il possède un fond de teint rose et la peau autour de l'œil est bleu-gris. L'œil lui-même est d'un jaune de cadmium éclatant et violent comme une zébrure électrique.
Les paupières sont bleues de myosotis, les pattes rouges vifs, la voix aigre imite, même entendue de très près, le bruit d'une forte crécelle. On le voit, la nature a le sens des nuances et de l'harmonie. Ce maquillage de la gueule minuscule de l'oiseau nigaud indique une originalité aiguë dans le maniement des couleurs et que la nature ne laisse rien au hasard. Ces oiseaux pourchassent dans l'eau des poissons qui leur ressemblent et établis, si l'on peut dire, au point de vue des couleurs, sur le même principe qu'eux. On en voit retirer de la mer des poissons d'une couleur verte et Je me reprends. Ces oiseaux pourchassent dans l'eau des poissons qui leur ressemblent et établis, si l'on peut dire, au point de vue des couleurs, sur le même principe qu'eux. On en voit retirer de la mer des poissons d'une couleur verte, écarlate et violette répartis en 3 zones depuis la tête jusqu'à la queue, avec ça et là des taches jaunes d'or et dont les nageoires sont zébrées de bleu et d'orange. L'oiseau les tient un moment suspendus en l'air dans son bec, puis il les laisse tomber sur un roc de lave et immédiatement les poissons perdent leur teinte. Leur éclat se ternit, devient pareil à une pièce de bois carbonisé d'un noir de suie. Nous eûmes la curiosité d'en rejeter un à l'eau. Si, après une longue exposition à l'air qui finit par l'asphyxier, il flotte dans l'eau le ventre en l'air, sitôt en contact avec la mer, ses couleurs lui reviennent et il se remet de nouveau à chatoyer et à briller, preuve que son mystérieux éclat intérieur n'est pas lié en lui avec le principe de la vie. Aux Galapagos, d'ailleurs, les sujets d'exaltation et d'émerveillement ne manquent pas. La couleur des rochers, la terre inexistante, l'opacité de l'air où la lumière semble se disposer par couches, créant des sortes de plans, des suites de perspectives, les cris étranges des oiseaux furieux qui passent par groupes à tire-d'aile, quelque chose enfin de vicié et de pesant qui se trouve lié à une espèce de sorcellerie naturelle. Tout contribue à exposer à l'esprit de l'explorateur l'idée, l'impression qu'il se trouve dans un endroit. Tout contribue à exposer à l'esprit de l'explorateur l'idée, l'impression qu'il se trouve dans un endroit unique, un endroit hors du monde, dont il est, semble-t-il, merveilleux qu'on ait pu retrouver les traces et les chemins, car les Galapagos, qui sont au nombre d'une 60aine, ont passé longtemps dans l'esprit des navigateurs pour un mirage. Leur existence réelle est demeurée pendant plusieurs siècles extrêmement problématique. Elle paraissait et disparaissait tour à tour comme le navire du Hollandais volant, et ce n'est qu'il y a un siècle à peu près qu'elles ont pu être repérées et leur expérience définitivement affirmée et portée sur la carte. En effet, pendant fort longtemps, du moins en Occident et en remontant jusqu'à l'Antiquité la plus haute, les méthodes pour faire le point et pour calculer les distances en mer ont été des plus incertaines et sans base scientifique certaine. Il n'est pas étonnant que les Galapagos soient demeurés hors de toute latitude précise et pareils à ces mirages qui ne favorisent que les affamés. Ce qu'un navigateur porté par le vent et les courants avait vu et donné comme se trouvant à une latitude X qui était fausse, un autre navigateur, poussé par des vents et des courants contraires et cherchant sous la latitude indiquée la présence des Galapagos dont les vents et tous les courants marins l'éloignaient et ne les trouvant pas, taxait leur existence de mirage. Et c'est ainsi que la plupart des fables arrivent à se constituer. Les Espagnols qui y ont pris pied les premiers ont donné aux Galapagos le nom de Islas Encantadas à cause de tout ce qu'il y avait de problématique et de fuyant dans leur existence, d'une part, mais à cause surtout de cette espèce de désolation et de solitude, cette impression d'irréalité, de jamais vue qu'elles dégagent. On dirait qu'elles ne sont pas préparées à être vues par des yeux humains et qu'en conséquence, elles n'ont pas pris soin d'adoucir et d'humaniser ce qu'il peut y avoir d'inaccoutumé et de barbare dans leurs couleurs, dans leur lumière, dans leur atmosphère, dans les découpures et le relief de leurs rochers étrangement habités.
En effet, aux Galapagos, pas une faille, pas une crevasse, pas un interstice de roches qui ne contiennent, ou plutôt ne dissimulent, une bête, c'est-à-dire un danger. Cette île solitaire est en réalité fantastiquement habitée. Elle n'a jamais été faite pour les hommes qui seraient obligés, s'ils voulaient y vivre, de reconquérir pouce par pouce sur l'animal, les vents équatoriaux et les miasmes, la place de leurs habitations, voire même celle d'une simple tente à même le sol. Et l'homme qui s'y aventure y fait figure d'intrus. Les Galapagos justifient le romantisme. Que ce soit le romantisme d'esprit, le goût du merveilleux et des images, l'amour du jamais vu et des aventures, les Galapagos fournissent à l'explorateur un inépuisable trésor de découvertes et d'émerveillements. Mais surtout, les Galapagos, avec leur aspect infernal et déchiqueté, leur sol hostile et inhospitalier, servent de refuge aux hors-la-loi, aux révoltés, aux désespérés de toutes sortes qui ont fait de ces îles leur lieu d'élection et leur refuge naturel. En effet, dans ce pays calciné, volcanique, où la pierre semble encore en fusion et qui donne comme une image terrestre de l'enfer, nul n'aurait l'idée d'aller poursuivre un homme et qui s'exile volontairement dans ces îles peut être considéré comme retiré, expulsé du monde, c'est-à-dire comme un homme légalement mort. Et il n'est pas étonnant que des bandes organisées de pirates aient fait des Galapagos leur repère et qu'ils y aient caché leurs trésors. D'ailleurs, avec le temps, l'idée du trésor des pirates caché dans la fameuse île de la Tortue s'est confondue avec l'idée d'un trésor beaucoup plus fabuleux, plus important, remontant à une période extrêmement reculée. Le charme magique de ces îles provient aussi bien de leur aspect digne des légendes qui courent sur leur compte que de toutes les merveilleuses histoires de boucaniers, de pirates, d'aventuriers de toutes sortes, et surtout de 3 anciennes peuplades qui auraient fait des Galapagos le point de départ d'une expédition fabuleuse à la conquête d'on ne sait quelle nouvelle toison d'or. Le fameux trésor des Incas n'est pas non plus une image de roman feuilleton que l'histoire de Jason et de Médée, partis à la conquête de la toison d'or que nous étudions dans les classes, n'est une simple image symbolique sans base réelle. En ce qui concerne justement cette idée de toison d'or, de trésors légendaires, de pays inconnus, de civilisations évanouies et basées sur des principes autrement fascinants que la nôtre, les Galapagos sont liés à des souvenirs historiques relativement récents et remontant à un siècle seulement avant la conquête espagnole. Nous voulons dire qu'il y eut, à l'aube de la civilisation humaine, des terres, des pays où l'on apprenait la magie dans les écoles, à peu près comme nous apprenons aujourd'hui la chimie ou la géométrie, que l'on apprenait aux enfants des façons de se dédoubler en rêve et de se transporter instantanément dans d'autres pays et d'autres planètes, d'envoyer sa pensée à distance, de converser avec les morts et avec les absents, etc., etc. Et il semble bien que le grand Tupac Yupanqui, grand-père d'Atahualpa, le monarque inca défait par les Espagnols de Pizarre, ait pu justement, en passant par les Galapagos, atteindre un pays semblable, existant encore à cette époque et dont l'histoire ne nous a pas, en dehors de ce fameux voyage de Tupac Yupanqui auquel nous faisons allusion, conservé le souvenir. Ah, voilà. 30 minutes, et il me reste encore. C'est la loi. Allez-y, Antonin Artaud, œuvre complète, tome 8, Galapagos.